Quand le téléphone a sonné, je venais de plier la robe que j'avais choisie pour mon premier voyage, après 40 ans de travail, sans jamais prendre de vacances. La voix de ma belle-fille a fendu l'air, froide et tranchante comme une lame de couteau. « Je te dépose les 3 enfants chez toi. De toute façon, tu ne fais rien de tes journées, alors garde-les pour moi. » Pas un seul merci. Pas la moindre trace de chaleur dans ces mots. J'ai regardé la valise déjà ouverte sur la chaise. Puis j'ai doucement refermé le couvercle sur mon rêve des gorges du Verdon. Pas de colère, pas de ressentiment, juste un mince sourire, assez pour dissimuler le plan qui venait de se former dans ma tête. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti une vieille clé USB, puis j'ai envoyé un message à mon amie la plus proche. J'ai besoin de quelques petites choses ce soir. Un micro, une caméra dissimulée dans un détecteur de fumée. Elle pense que je suis une vieille femme docile, facile à commander. Mais cette fois, c'est moi qui vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Il est temps que la personne qu'elle méprise le plus soit celle qui lui fasse payer le prix le plus élevé. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Mon nom est Iris Dubois, j'ai 67 ans et je suis fraîchement retraitée après 35 ans passés dans une salle de classe d'une école primaire à Val-Fleury, un petit village niché près de Nantes. Pendant près d'un demi-siècle, ma vie a été rythmée par la sonnerie de l'école, la poussière de craie et les yeux des enfants. J'ai rêvé d'un jour où je serais libre, où je me réveillerais sans réveil, où j'irais voir les gorges du Verdon en été, là où le soleil se lève lentement et où l'odeur des herbes sèches flotte dans l'air comme une chanson. Aujourd'hui aurait dû être ce jour. Mais au lieu de commencer le voyage dont je rêvais, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a glacé plus que n'importe quel vent venu de l'Atlantique. Amélie, ma belle-fille, a toujours eu une façon de me faire sentir petite, même si j'ai vécu 2 fois plus longtemps qu'elle. À son ton, je savais qu'elle ne demandait pas. Elle ordonnait. Aucune question pour savoir si j'avais des projets, si j'allais bien, si j'étais d'accord. Pour Amélie, je n'étais qu'une vieille dame oisive, une ressource à disposition. J'ai regardé la valise encore ouverte, la robe de voyage bleu marine rangée à l'intérieur à côté du billet de train que j'avais acheté avec mes propres économies, le fruit de tant d'années de patience. J'ai pris une longue inspiration. Non pas parce que je regrettais le voyage, mais parce que j'ai soudain réalisé qu'après toutes ces années, je vivais encore à l'intérieur du cercle qu'elle avait tracé pour moi. Toujours là pour être prête, pour me sacrifier, pour me taire et accepter. J'ai repris mon téléphone et j'ai lu le message de suivi qu'Amélie avait envoyé. « Tu te débrouilles pour ce qu'il mange. Je suis occupée. Salut. » Il fut un temps où j'aurais ravalé mes larmes, souri et me serais dit « Tant que c'est pour la famille. » Mais aujourd'hui, j'ai ressenti un calme étrange, une clarté presque chirurgicale. Je n'avais pas l'intention de refuser. J'allais dire oui, mais pas pour aider, pour observer. Pour voir comment cette famille moderne dont Amélie est si fière fonctionne vraiment, et si mes petits-enfants savent encore comment aimer, ou s'ils ont été conditionnés à mépriser la personne même qui a donné naissance à leur père. J'ai envoyé un message à Nora Lefebvre, ma meilleure amie de l'école normale, qui travaille maintenant comme technicienne audiovisuelle. Passe ce soir. J'ai besoin de quelques trucs. Micro, caméra détecteur de fumée. Nora a rappelé en moins d'1 minute, sa voix rauque et rieuse. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendue avec ce ton, Iris. On dirait que quelque chose de gros se prépare. Oui, j'ai dit, avec une fermeté nouvelle. Certainement quelque chose de gros. Et cette fois, je ne resterai pas les bras croisés. J'ai raccroché et je me suis versé une tasse de tisane à la camomille. La vapeur chaude a embué le cadre photo sur la table. Caleb,
mon fils, tenant son premier-né, Mathis, juste après son premier anniversaire. Sur la photo, le sourire de Caleb est éclatant, et Amélie s'appuie sur l'épaule de son mari, douce comme un ange. À l'époque, je croyais avoir de la chance d'avoir une belle-fille si gentille. En y repensant maintenant, je me suis probablement trompée, et le prix de cette erreur a été des années à être repoussée en marge de ma propre famille. Une présence tolérée, mais jamais vraiment intégrée. Je me souviens bien de la Toussaint dernière. J'avais préparé une blanquette de veau selon la vieille recette de ma mère, le plat que Caleb adorait quand il était petit. Quand je l'ai apporté chez eux, Amélie y a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules. « Oh, merci, mais on ne mange plus de plats en sauce aussi lourds. J'ai commandé des sushis. » Elle a soulevé le couvercle de la poubelle et a jeté la blanquette encore chaude directement dedans. Personne n'a dit un mot. Caleb était là, figé et embarrassé. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir souri, de m'être excusé pour partir tôt, puis d'avoir conduit sous une pluie battante, me demandant ce que j'avais fait de mal pour mériter un tel mépris. Ce soir, en repensant à ce moment, je ne ressens plus de douleur. Je ressens quelque chose de froid et de clair, comme un lac de montagne juste avant un orage. J'ai rangé la valise dans le placard, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié le Wi-Fi de la maison. J'ai changé le mot de passe et déconnecté les anciens appareils qu'Amélie utilisait chaque fois qu'elle venait. Elle avait l'habitude de tout connecter à mon système, de la caméra de la porte à l'enceinte intelligente, comme si elle voulait me surveiller même quand elle n'était pas là. Cette fois, j'ai tout effacé. J'ai sorti un carnet en cuir usé et je l'ai ouvert à la première page. À l'intérieur, j'ai écrit 4 lignes à l'encre épaisse et décisive. Vérité, justice, famille, guérison. Ces 4 mots seraient la boussole de tout ce que j'étais sur le point de faire. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste retrouver l'équité. Et si, dans le processus, je peux ramener mon fils et mes 3 petits-enfants vers la lumière, alors tout cela en vaudra la peine. L'horloge indiquait 16h45. Dehors, la lumière de fin d'après-midi de Valfleury se déversait sur les platanes aux feuilles dorées. J'ai regardé mes mains, encore tachées de souvenirs de craie, encore calleuses après tant d'années d'enseignement. Une femme ordinaire, une vieille institutrice que tout le monde pense faible, mais ils ne savent pas. Dans une salle de classe, j'ai fait face à des centaines d'enfants rebelles et à des centaines de parents difficiles. Je sais comment être patiente. Je sais comment attendre le bon moment. Et plus que tout, je sais comment donner une leçon que personne n'oublie jamais. Ce soir-là, Nora est venue avec un petit sac. À l'intérieur, il y avait un micro miniature, une caméra cachée de style détecteur de fumée et un appareil pour sauvegarder les données du cloud. Elle s'est assise sur le canapé, m'a regardée et a dit doucement : « Tu es sûre de ça, Iris ? C'est une déclaration de guerre. » « Non. » J'ai dit, je reprends juste ce qui m'appartient, ce qui a toujours été à moi et que j'ai laissé filer par lâcheté. Nous avons testé le matériel, riant comme si nous étions de nouveau des étudiantes. Peut-être que je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années, depuis que la vie avait cessé de me surprendre pour devenir une routine de solitude et d'attente. Après le départ de Nora, je me suis préparé une autre tisane et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le crépuscule s'éteindre. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment immobile, mais d'une immobilité puissante. Pas de colère, pas de peur, pas de regret. Juste une pensée, claire comme le tic-tac de l'horloge murale. Si elle veut faire de moi une baby-sitter gratuite, alors voyons ce que cette baby-sitter peut vraiment faire. J'ai souri en fermant le carnet. La partie commençait à l'instant même, et pour la première fois, je ne jouais pas pour plaire, mais pour gagner. Je me souviens encore clairement du jour où mon monde s'est effondré. Un matin de décembre brumeux,
il y a plus de 30 ans. Le téléphone a sonné, et une seule phrase d'un gendarme a divisé ma vie en deux. Madame, votre mari, Daniel Dubois, n'a pas survécu à l'accident sur la 4. Caleb avait alors 3 ans. Il était encore sous sa couverture, serrant l'ours en peluche que son père lui avait acheté. Je me suis assise près de son lit, j'ai regardé son visage endormi, et j'ai juré à l'homme qui était parti que je ne laisserai jamais notre fils manquer de rien. À partir de ce jour, j'ai été à la fois père et mère. Le jour, j'enseignais à l'école primaire Jean Jaurès. La nuit, je donnais des cours particuliers aux enfants du quartier à la maison. Il y a eu des nuits où je rentrais prête à m'effondrer, les doigts à vif à force de corriger des copies jusqu'à tard. Mais entendre mon garçon rire dans son sommeil me donnait plus de force que n'importe qui. Le salaire d'une institutrice n'est jamais généreux, alors j'ai étiré chaque euro. Certains mois, la facture d'électricité arrivait en même temps que celle du lait. Et je choisissais de manger du pain avec du beurre toute la semaine pour que Caleb puisse avoir de nouvelles chaussures pour l'école. Il était petit. Il n'a jamais su combien de repas j'ai sauté pour acheter le livre qu'il voulait. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de voir ses yeux s'illuminer quand il l'ouvrait. C'était suffisant. Un Noël, quand Caleb avait 8 ans, j'ai réalisé qu'il ne me restait que quelques billets dans mon portefeuille. À table, mon fils était occupé à écrire une lettre au Père Noël, demandant un train électrique. J'ai regardé le papier, tremblant dans ma main. Puis, j'ai ouvert la vieille boîte en bois que ma mère m'avait laissée. À l'intérieur, se trouvait un médaillon en argent gravé d'un iris. Son seul cadeau pour mon mariage. Je l'ai vendu. Le propriétaire de la boutique m'a donné exactement 50 €, juste assez pour un dîner correct et le cadeau de Caleb. Cette nuit-là, quand il a crié de joie en ouvrant la boîte, je suis restée là, essayant de cacher le fait que ma main ne portait plus cette chaîne familière. Le prix de la maternité, ce sont parfois de petits espaces vides comme celui-là, mais ils remplissent tellement votre cœur qu'il ne reste plus de place pour le regret. Les années suivantes, notre vie a suivi son cours, lentement mais sûrement. Caleb étudiait dur, était respectueux et avait du cran. Je n'ai jamais eu à le harceler et je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Il était comme son père, stable, calme, avec une lumière dans les yeux qui me faisait croire que chaque sacrifice en valait la peine. Quand Caleb est entré à l'université de Nantes, j'ai fondu en larmes au milieu de la cour de l'école. En 35 ans de carrière, j'avais envoyé des centaines d'élèves vers de nouvelles aventures, mais je ne m'étais jamais sentie aussi fière. J'avais tenu ma promesse à Daniel. Notre fils avait grandi en se tenant sur ses propres jambes, et puis Amélie est entrée dans sa vie. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai rencontrée. Un dimanche matin, au début de l'automne, Caleb a amené Amélie pour me la présenter. Elle portait une robe crème, des cheveux châtain doux, des yeux souriants et une voix douce comme le miel. « Madame Dubois, Caleb m'a tant parlé de vous. Vous êtes incroyable. L'élever seule comme ça. Je vous admire tellement. » Cette phrase a fait fondre mon cœur sur le champ. 20 ans en tant que mère célibataire, personne ne m'avait jamais dit ces mots. Au dîner, Amélie n'arrêtait pas de me servir, de me poser des questions, et moi, naïve comme une enfant, j'ai cru que mon fils avait trouvé une bonne épouse. J'ai même puisé dans mon épargne retraite pour couvrir la moitié du mariage, parce que je pensais que mon fils méritait un départ complet dans la vie. Le mariage a eu lieu dans un petit jardin près d'Angers. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des branches comme des étoiles tombées sur terre. Caleb était heureux. Amélie était belle comme un tableau, tenant le bras de son mari, m'appelant « maman » de cette voix douce. J'ai pleuré en l'entendant. Je n'aurais jamais imaginé que quelques années plus tard, ce maman deviendrait un couteau froid planté droit dans mon cœur. Après le mariage,
Amélie a emménagé dans la maison que mon fils avait achetée avec son premier prêt immobilier. Au début, elle était amicale, prenait des nouvelles, m'envoyait des photos des dîners de famille. Mais lentement, ses messages se sont raréfiés, puis ont cessé. J'ai commencé à voir mon nom oublié des rassemblements familiaux, puis de la liste des invités pour les anniversaires de mes petits-enfants. La première fois que j'ai été exclue, c'était pour l'anniversaire de Mathis, mon premier petit-fils. J'avais fait notre tarte aux pommes familiale, le dessert préféré de Caleb dans son enfance. J'ai conduit 1 heure et demie et Amélie s'est tenue à la porte, son sourire aussi froid que le givre. « Oh, tu es venue. Dommage, je pensais que Caleb t'avait prévenu. Aujourd'hui, c'est juste une petite fête pour les camarades de classe de Mathis. Ce n'est pas vraiment approprié. » Puis, elle a fermé doucement la porte, poliment, comme si j'étais une livreuse à la mauvaise adresse. Sur le chemin du retour, j'ai monté le son de la radio pour couvrir les battements de mon cœur. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment seule. Après cela, les raisons ont changé, mais le résultat était le même. Les enfants sont occupés avec l'école. La maison est petite. J'espère que tu comprends. J'allais passer, mais le travail est fou cette semaine. J'ai appris à attendre, à sourire, à m'habituer au silence d'une maison qui semblait de plus en plus grande chaque jour. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas d'être oublié. C'était de voir Caleb s'épuiser. Mon fils travaillait 14 heures par jour dans une usine. Les yeux toujours fatigués, les épaules toujours lourdes. Je lui ai demandé : « Tu vas bien, Caleb ? » Il a juste souri. « Je vais bien, maman. Amélie a juste besoin de plus de temps pour stabiliser son entreprise. » Je voulais y croire, mais mon instinct de mère ne me laissait pas faire. Amélie parlait toujours de nouveaux projets, de conférences, de voyages d'affaires, et le compte en banque de mon fils ne cessait de diminuer. J'avais entendu quelques voisins murmurer qu'Amélie était dans des groupes de vente multiniveaux. Je n'ai pas voulu y croire jusqu'au jour où elle m'a traité de vieille pauvresse. C'était une réunion de famille. J'avais apporté un panier de pommes rouges de mon jardin. Quand je suis entrée dans la cuisine, Amélie était au téléphone, ne prenant pas la peine de baisser la voix. Sa mère arrive. Encore une vieille pauvresse avec sa nourriture maison ringarde. Je jure que des gens comme ça gâchent l'ambiance. Elle ne savait pas que j'étais juste derrière elle. Quand elle s'est retournée, le sourire sur ses lèvres s'est figé, mais je n'ai dit qu'une chose. « Ne t'inquiète pas, je ne gâcherai pas ton dîner. » Puis j'ai posé les pommes et je suis partie tranquillement. À partir de ce moment, quelque chose en moi a changé. Plus de tristesse silencieuse, mais une petite flamme. Basse, stable, persistante. Je ne veux pas de vengeance. Je veux retrouver ma place. La place d'une mère, d'une grand-mère, de celle qui a construit les fondations sur lesquelles ils se tiennent. Cette nuit-là, j'ai sorti la dernière lettre que Daniel avait écrite avant de mourir. L'encre s'était estompée, mais je pouvais encore lire la dernière ligne. « Apprends à notre fils à être un homme bien, Iris. Ne laisse pas le monde lui faire oublier la gentillesse. » C'est exactement ce que j'ai fait jusqu'à ce qu'Amélie apparaisse et transforme ce que j'avais construit en une mauvaise blague. Elle a dépouillé Caleb de sa confiance. Lui a fait croire que j'étais démodée, vieux jeu, quelqu'un à tenir à distance. Elle a appris à mes petits-enfants que l'amour peut être remplacé par l'argent, que le respect n'est dû qu'aux gens qui en ont. Je ne suis plus assez jeune pour tout recommencer, mais je suis encore assez forte pour mettre fin à ce qui ne va pas. Et cette fois, je ne laisserai personne, pas même une belle-fille, m'arracher ma famille à nouveau. Je me suis levée, j'ai ouvert le vaisselier et j'ai regardé les vieilles photos sur le mur. Daniel, Caleb, puis chaque petit enfant. 3 générations, 3 paires de bras que j'ai tenus et protégés.
Ils sont la raison pour laquelle je continue. J'ai posé ma main sur le carnet en cuir où j'avais écrit ces 4 mots. Vérité, justice, famille, guérison. Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu ma propre voix murmurer dans la maison silencieuse. Daniel, repose en paix. Je suis sur le point de faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et cette nuit-là, j'ai écrit un plan pour les 2 semaines à venir, étape par étape, détail par détail. Demain, Amélie amènera les enfants ici, pensant que je ne suis qu'une baby-sitter inoffensive. Mais elle ne sait pas que cette vieille institutrice a passé sa vie à se préparer à enseigner la leçon la plus difficile à ceux qui confondent la gentillesse avec la faiblesse. Le lendemain, à 7 heures du matin, le moteur du SUV argenté d'Amélie a vrombi devant le portail. J'étais debout depuis 5 heures. Le café était prêt, tous les rideaux ouverts pour laisser entrer la lumière. La maison semblait différente aujourd'hui, silencieuse, ordonnée et prête pour une grande expérience. Amélie est sortie, ses talons aiguilles claquant sur l'allée en briques. Elle traînait 3 valises plus grandes que sa silhouette mince. Pas de bonjour, pas de regard autour d'elle, pas un pas à l'intérieur. Elle s'est tenue sur le porche, vérifiant sa montre comme si elle voulait juste en finir. Les 3 enfants la suivaient. Mathis, 12 ans, collé à son téléphone. Chloé, 10 ans, faisant la moue comme si le monde entier lui devait quelque chose. Et Léo, 7 ans, agrippant un iPad presque aussi grand que son visage. Amélie a parlé d'un ton uniforme et glacial, comme si elle lisait une liste de tâches à une assistante. Mathis ne mange pas de gluten. Chloé est allergique aux arachides. Léo ne dort qu'avec un bruit blanc, ne leur donne pas de lait ordinaire. Utilise celui bio dans la valise bleue. Oh, et ne les laisse pas trop regarder la télé, sauf s'ils en ont envie. Cette dernière phrase m'a presque fait rire. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai souri. Merci pour les instructions. Laisse-moi tout gérer. Amélie a hoché la tête, sa voix aussi plate que de l'eau glacée. Mon vol est à 9 heures. Je serai de retour dans 2 semaines. Ne m'appelle pas, sauf si c'est vraiment grave. Puis elle s'est détournée sans embrasser ses enfants, sans un au revoir. Juste le son des talons qui s'éloignaient et la portière de la voiture qui claquait. Les 3 enfants sont restés immobiles. Mathis est resté collé à son écran. Chloé a tapé du pied. Léo a commencé à gémir. Je veux regarder YouTube. Maman me laisse faire. J'ai expiré doucement et j'ai dit, plus calme que jamais. Dans cette maison, si vous voulez quelque chose, vous devez le mériter. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi, surpris, agacés, puis irrités. Je me suis dirigée vers le modem Wi-Fi dans le coin, je l'ai débranché, j'ai glissé les téléphones dans ma poche et je me suis retournée avec le même petit sourire. Bienvenue chez mamie. Je savais que la tempête arrivait. Mathis a été le premier à crier. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sans Wi-Fi, comment suis-je censée jouer? Chloé a répliqué. Rien n'est amusant chez toi. C'est tellement ennuyeux ici. Léo s'est mis à pleurer. Je veux l'iPad. Je veux l'iPad maintenant. Je suis restée immobile, les regardant tous les 3, des enfants qui ne réalisaient pas qu'ils perdaient la chose la plus précieuse, leur enfance. Vous pouvez crier? Ai-je dit calmement. Mais crier ne changera pas les règles de cette maison. J'ai ouvert une armoire, j'ai sorti une feuille que j'avais déjà préparée, un emploi du temps quotidien, et je l'ai scotchée au mur de la cuisine. 1. Réveil à 7 heures. 2. Petit déjeuner ensemble, sans téléphone. 3. 1 heure d'étude ou de lecture le matin. 4. Aider à la maison, faire les lits, laver la vaisselle, balayer la cour. 5. Pas de sortie pour jouer avant 16 heures.
Mathis a laissé échapper un petit rire moqueur. « Pour qui vous prenez-vous? Une maîtresse d'école ?» J'ai répondu sur le champ sans changer de ton. Oui, j'étais une maîtresse, et je n'ai jamais échoué à enseigner. Son visage a rougi et il a jeté un coussin sur le canapé. Chloé a marmonné quelque chose dans sa barbe. Léo a jeté sa couverture par terre, a tapé des pieds, des larmes coulant sur son visage. La petite maison tranquille s'est transformée en un champ de bataille miniature. Mais je n'ai pas vacillé. J'ai enseigné à une classe de 20 enfants pleins d'énergie pendant la saison des pluies, avec une panne de courant et des fenêtres qui tremblaient. Je connais une règle pour enseigner. On laisse d'abord les enfants exploser, puis on leur apprend à être calmes. J'ai laissé les 3 crier, puis je suis allée directement dans la cuisine. L'odeur de la pâte à crêpes s'est répandue, douce et chaude. J'ai battu les œufs, ajouté du lait, versé la pâte dans la poêle, formant des ours, des chats et des lapins. Les mêmes formes que je faisais pour Caleb quand il était petit. Quand les crêpes ont été prêtes, j'ai coupé des fruits en forme d'étoile. Je les ai disposés dans les assiettes, j'ai ajouté un peu de sirop d'érable et quelques noix concassées. J'ai posé 3 assiettes sur la table sans dire un mot. Puis, je me suis assise. Je me suis versé du thé et j'ai lu le journal comme si le chaos des 3 enfants n'existait pas. 10 minutes ont passé et les pleurs de Léo se sont calmés. Il s'est approché de la table en rampant, a reniflé l'arôme et a touché la crêpe en forme d'ours du bout du doigt. Je peux manger ça? J'ai levé les yeux et j'ai souri. Bien sûr, si tu te laves les mains d'abord. Il a couru se laver les mains, est revenu et s'est assis pour manger. 1 minute plus tard, un petit sourire est apparu sur son visage strié de larmes. C'est trop bon, mamie. J'ai dit doucement. Merci. Juste une simple phrase, mais quelque chose à l'intérieur a fondu. Mathis et Chloé ont fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais quand j'ai posé une 2e assiette, ils ont tous les 2 jeté un coup d'œil. 10 minutes plus tard, j'ai vu Mathis s'approcher, prendre une assiette et s'asseoir tranquillement. Chloé a hésité, mais quand Léo a ri, elle a tiré une chaise et a murmuré « Je ne mange pas parce que j'ai faim. Je veux juste savoir comment tu as fait les oreilles de l'ours si rondes. » J'ai gloussé. C'est un secret d'institutrice pour les enfants têtus. Tous les 3 ont ri. Le premier rire que cette cuisine avait entendu depuis des années. Après le petit déjeuner, j'ai débarrassé la table et j'ai donné à chacun une petite tâche. Mathis a lavé la vaisselle. Chloé a essuyé la table. Léo a plié les serviettes. Ils ont protesté, mais ils l'ont fait quand même. Maladroitement, gauchement, mais ils l'ont fait. Quand le dernier bol a été posé sur l'égouttoir, j'ai dit « Bon travail. Maintenant, vous pouvez aller jouer dans le jardin. » J'ai vu une étincelle dans les yeux de Mathis pour la première fois, non pas à cause d'un écran, mais à cause de la fierté. L'après-midi, la lumière du soleil a inondé la maison. J'ai préparé du thé et je me suis assise sur le porche, écoutant les rires monter du jardin. Chloé apprenait à Léo à faire des bulles de savon. Mathis dessinait quelque chose sur les dalles. Je ne les ai pas appelés, ni ne suis intervenue. J'ai juste regardé un moment fragile et paisible, si beau que j'ai dû prendre une profonde inspiration pour croire que c'était réel. Mais ce soir-là, quand le soleil s'est couché, la tempête est revenue. Mathis s'est énervé parce qu'il s'ennuyait. Chloé s'est fâchée de ne pas avoir de télé, et Léo a fait une crise parce que l'iPad lui manquait. J'ai tranquillement rassemblé tous les appareils dans une boîte en bois, je l'ai fermée à clé et je l'ai posée sur une étagère en hauteur. Si vous suivez le programme demain, je reconsidérerai la question, ai-je dit. Pas d'explication supplémentaire, pas de négociation. Tous les 3 sont restés silencieux pendant le dîner, juste le bruit des couverts sur les assiettes. Mais quand j'ai débarrassé la table, l'assiette de Léo était propre et celle de Chloé à moitié vide.
C'était la première victoire. La nuit est tombée et j'étais épuisée. La tempête à l'intérieur de moi ne faisait que commencer, mais au moins, je savais que je n'en avais plus peur. J'ai préparé du thé et j'ai écrit quelques lignes dans mon carnet. Jour 1. Ils ont crié, ils ont pleuré, puis ils ont mangé des crêpes. Léo a souri. Je pense que sous cette colère se cachent des cœurs qui supplient d'être aimés de la bonne manière. Vers minuit, j'ai entendu un bruit doux venant de la chambre à l'étage, des reniflements. J'ai marché doucement et j'ai entrouvert la porte. Chloé était assise sur le lit, tenant un petit cadre photo. Je l'ai reconnue. C'était la photo de moi la tenant quand elle n'avait que quelques mois. Celle qu'Amélie avait un jour qualifiée de « ringarde » et jetée dans la boîte de vieilles affaires. La jeune fille pleurait, les épaules secouées, les larmes coulant sur son menton. Je ne suis pas intervenue. Je suis restée à la porte et j'ai regardé en silence. À ce moment-là, j'ai compris que l'enfant impoli et têtu apprenait juste à cacher sa solitude. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé doucement la porte pour ne pas briser ce rare moment. Dehors, la lune tardive brillait sur les 4 mots que j'avais écrits dans mon carnet. Vérité, justice, famille, guérison. Cette nuit-là, je savais que j'allais dans la bonne direction. La tempête serait peut-être longue, mais je pouvais entendre l'espoir à l'intérieur, mince, mais réel. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ d'Amélie, et la maison retrouvait lentement le rythme tranquille que j'avais perdu depuis des années. Chaque matin, je préparais du thé. Les enfants aidaient à mettre la table. Mathis avait arrêté de grogner. Chloé avait commencé à lire avant de se coucher, et Léo aimait s'asseoir sur mes genoux pour écouter des histoires. De l'extérieur, on aurait pu croire que les choses s'amélioraient. Mais en moi, une autre vague montait tranquillement, froide, tranchante et dangereuse. Ce soir-là, Nora est passée, portant un grand sac qui semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage. Elle l'a posé sur la table, a enlevé ses lunettes et a souri en coin. Voilà tout ce dont tu as besoin. Des micros, une caméra détecteur de fumée et un logiciel d'extraction de données du cloud. Tu es sûre de vouloir aller aussi loin, Iris? J'ai regardé mon amie et j'ai dit lentement « Amélie veut se battre avec des mensonges. Je veux juste que la vérité parle, c'est tout. » Nora a hoché la tête, puis m'a aidé à tout installer. Nous avons monté une minuscule caméra dans le couloir, juste au-dessus d'un vieux cadre. Une autre a été placée dans le salon, déguisée dans l'horloge murale. Des micros miniatures ont été glissés sous le canapé et dans le pot de fleurs. Toutes les données seraient automatiquement sauvegardées sur un disque cloud dont seuls Nora et moi avions le mot de passe. Quand tout a été terminé, je me suis assise et j'ai ressenti un calme étrange. J'ai passé ma vie à enseigner aux enfants à être honnêtes. Mais parfois, les adultes doivent utiliser des tactiques pour protéger ce qui est juste. Le 4e jour, Mathis était assis au coin de la table en train de faire ses devoirs. J'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas d'envoyer des textos, de jeter des coups d'œil furtifs, l'air mal à l'aise quand je m'approchais. Je n'ai rien dit, j'ai juste versé du lait pour les 3 et je suis partie. Mais cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis souvenue de l'histoire de Nora sur la façon dont les clouds des enfants contenaient souvent plus de secrets que leur téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai branché le lecteur que Nora m'avait donné. Le logiciel qu'elle avait installé est apparu, étonnamment simple. En quelques étapes, j'ai pu accéder aux photos de sauvegarde, aux messages et au téléchargement de Mathis, tous stockés dans un compte cloud qu'Amélie avait créé pour lui. Je n'avais pas l'intention de lire des choses privées, mais quand j'ai vu un dossier nommé « Voyage scolaire Nice », j'ai fait une pause. Je me souvenais très bien que Mathis n'était jamais allé à Nice. J'ai ouvert le dossier. Des dizaines de photos sont apparues.
Sur l'une d'elles, Amélie était collée à un homme étranger sur la plage. Leurs doigts étaient entrelacés. Son sourire n'était pas pour l'appareil photo. C'était le sourire d'une femme amoureuse. Sous la photo, les hashtags « Nouvelle vie » et « Yas, enfin libre ». Je l'ai lu et relu. Nouvelle vie. Enfin libre. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai fait défiler. D'autres photos? Amélie en robe de soie, un cocktail à la main. Le même homme l'enlaçait, prise dans un hôtel en bord de mer. Ce n'était certainement pas un voyage de conférence comme elle l'avait prétendu. J'ai mis la photo de côté et j'ai vérifié les informations cachées du fichier. Il était écrit RonanChevalierPhotographie.com. Le nom a résonné comme un coup de marteau. J'ai murmuré Ronan Chevalier. J'ai ouvert un navigateur et j'ai cherché. En quelques secondes, un profil social est apparu. Un photographe de voyage indépendant à Nice qui avait travaillé pour de petites marques. Parmi des centaines de clichés, j'ai reconnu le visage familier, l'homme avec Amélie. Ronan, bronzé, un sourire suffisant, les yeux fixés sur l'objectif comme si le monde tournait autour de lui. J'ai continué à creuser. Dans les photos identifiées, Amélie apparaissait dans quelques clichés flous. Pas de nom, pas de légende, juste des émojis en forme de cœur dans les commentaires. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Le lendemain, j'ai vérifié les comptes bancaires de Caleb, auxquels Amélie avait toujours accès. Grâce au partage familial, chaque transaction était stockée dans les emails de confirmation. J'ai fait défiler et mon estomac s'est noué. Billet d'avion pour Nice, 648 €. Hôtel vue mer, 1200 €. Facturé à Caleb des Dubois. Je ne savais pas quand elle avait ouvert une carte secondaire. Caleb ne l'avait probablement jamais remarqué. Il faisait confiance à sa femme, comme le font beaucoup de bons maris. Et Amélie a transformé cette confiance en un outil pour dépenser, pour trahir et pour détruire l'homme qui la soutenait. J'ai imprimé chaque facture, je les ai mises dans une enveloppe et j'ai étiqueté preuve 1. Sur la table, j'ai aligné les photos, quelques extraits de messages et les relevés bancaires. Je n'avais jamais été une espionne, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de défendre une cause juste. Ce soir-là, pendant que les enfants faisaient des puzzles dans le salon, j'ai demandé nonchalamment « Hé, est-ce que quelqu'un est venu voir votre mère récemment ?» Chloé a levé les yeux. Juste quelques-unes de ses copines. Mathis a gigoté et a jeté un coup d'œil à son petit frère. Léo, comme d'habitude, était le plus insouciant. Il a levé les yeux de ses blocs et a lâché « Tonton Ronan ». Il a joué avec nous plusieurs fois. Il a même dormi dans la chambre de maman et papa quand papa travaillait de nuit. La vérité vient toujours d'où on l'attend le moins, parfois à travers une voix claire et innocente. Léo ne savait pas que ces mots avaient tout changé. Qu'en pensez-vous? Un enfant doit-il connaître toutes les affaires des adultes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois que beaucoup de parents se sont débattus avec cette question. J'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. Le sang m'est monté au visage, mais je suis restée calme, ma voix égale. « Ah oui, Ronan, il est gentil avec vous ?»« Super gentil, » a dit Léo en souriant. Il a acheté des pizzas et m'a laissé jouer à des jeux. Maman a dit que c'était un collègue. J'ai hoché la tête et je lui ai gentiment ébouriffé les cheveux. Compris. Quand les enfants sont montés, je suis restée seule, regardant la lumière de la cuisine se répandre sur la table en bois. J'ai posé ma main sur l'épaisse enveloppe, des pages blanches et froides contenant la vérité que Caleb ne connaissait pas. D'un côté, il y avait le bonheur factice qu'Amélie avait construit. De l'autre, ma famille trahie, rejetée, sur le point d'être déchirée. Et moi, debout entre ces lignes, sachant que si je restais silencieuse, je perdrais tout.
J'ai fermé les yeux et j'ai pris une longue inspiration. Plus de place pour les larmes, plus de place pour la gentillesse aveugle. J'ai pris un stylo et j'ai ajouté à la page ouverte de mon journal. Jour 6. La vérité a éclaté et elle est plus laide que je ne l'imaginais. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris à des centaines d'enfants à faire face à leurs erreurs. Maintenant, c'est au tour des adultes d'apprendre cette leçon. J'ai fermé le carnet et j'ai regardé par la fenêtre où la brise nocturne agitait les feuilles des platanes. Le clair de lune tombait sur le porche, éclairant l'enveloppe comme un avertissement. La guerre avait officiellement commencé. Le mardi matin a commencé par une détonation semblable à un coup de tonnerre en été. Je me suis retournée, de la fumée s'échappait du salon. Léo, le visage barbouillé, tenait un pétard usagé. Le rideau était zébré de noir, le bord recroquevillé, une odeur de plastique brûlé emplissant la pièce. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru. Je me suis approchée rapidement, j'ai tiré sur le cordon pour faire tomber le rideau, et j'ai éteint le feu avec un petit extincteur dans le coin. Quand les flammes ont été éteintes, Léo s'est mis à trembler. Il a balbutié. Je voulais juste le voir éclater. Chloé se tenait derrière lui, pâle, et Mathis était silencieux, les yeux fixés sur moi comme s'il s'attendait à ma colère. J'ai posé l'extincteur, j'ai épousseté ma manche, et j'ai dit, aussi légère que l'air. Dans cette maison, la seule personne autorisée à faire de la fumée, c'est mamie. Quand je fais de la pâtisserie, tous les autres doivent demander d'abord. La tension a baissé d'un cran, et je les ai regardés tous les trois. 3 âmes emportées dans les tempêtes des adultes, ne sachant pas encore où elles avaient mal agi. J'ai tiré une chaise, je me suis assise, et j'ai parlé lentement. « Savez-vous ce qu'était cette maison avant ?» Mathis a haussé les épaules. « Une vieille maison. » J'ai souri légèrement. « C'est ici que votre père a appris à lire ses premiers mots. C'est ici que votre grand-père s'asseyait avec son thé chaque matin et où j'ai enseigné à des dizaines d'enfants du quartier quand l'école a fermé. C'est une histoire. C'est le cœur de cette famille. » Chloé a baissé la tête et Léo s'est contenté d'agripper le bord de sa chemise. J'ai regardé autour de moi. La marque noire sur le rideau n'avait pas encore disparu et je n'avais pas l'intention de la nettoyer tout de suite. Je voulais qu'ils s'en souviennent avec une image réelle. Puis, j'ai parlé, aussi légèrement que si je racontais une histoire. Si votre mère pense qu'elle va récupérer cette maison, elle se trompe. 3 petits visages se sont levés en même temps, les yeux écarquillés de surprise. J'ai continué, en gardant ma voix aussi égale que si je parlais du temps qu'il fait. J'ai changé mon testament. Tout ira à une œuvre de charité pour enfants à Nantes. Des enfants qui n'ont personne pour leur apprendre ce qui est juste, comme vous en ce moment. L'air dans la pièce est devenu lourd. Les yeux de Chloé se sont grands ouverts et Mathis a sauté sur ses pieds, la voix cassée. « Quoi ? Pourquoi feriez-vous ça ?» J'ai répondu calmement. « Parce que je ne veux pas que l'amour soit mal compris. Si tout ce que vous appréciez, c'est l'argent et les choses, alors ces choses ne valent pas la peine d'être laissées derrière. » Cette seule phrase a suffi à enflammer leur colère. Mathis a crié et a donné un coup de poing dans le mur. Chloé a fondu en larmes, hurlant que je détestais leur mère, et Léo m'a jeté un oreiller en criant « Maman dit que tu es cruelle. Maintenant, je le crois. » Je n'ai pas réagi. Je suis restée immobile, une main sur la table, sentant leur colère enfler comme des vagues. Je savais que ce n'étaient même pas des mots d'enfant. C'étaient les échos d'un adulte, les phrases qu'Amélie leur avait instillées dans les oreilles depuis trop longtemps. Ils ont cassé des objets, arraché des photos de l'étagère, renversé un vase
et jeté un cadre de famille par terre. Le bruit du verre brisé a résonné dans toute la maison. Mais je suis restée là. Pas de cris, pas de menaces, pas de larmes. Sur le mur, la caméra que Nora avait installée continuait d'enregistrer silencieusement tout. J'ai laissé la petite tempête passer, comme quelqu'un qui a appris à attendre après des décennies de maternité et d'enseignement. Quand les trois se sont épuisés, la respiration difficile remplaçant les pleurs, je me suis avancée, j'ai ramassé les cadres brisés et je les ai posés sur la table. Puis j'ai ouvert un tiroir, j'ai sorti 3 livrets d'épargne et je les ai placés devant eux. J'ai parlé très lentement, laissant chaque mot tomber sur le sol comme de petits cailloux. Ces 3 livrets sont à vous. Chaque mois, j'y ai mis un peu de ma pension et de mes économies de cours particuliers. J'avais prévu que vous les ouvriez à vos 18 ans, pour que vous sachiez que l'amour n'est pas que des mots. Mais si vous traitez l'amour avec mépris, je les fermerai pour de bon. Personne n'a dit un mot, seulement le tic-tac de l'horloge. J'ai vu la dureté s'estomper dans les yeux de Mathis. Chloé a dégluti et Léo a fixé la couverture avec son nom dessus. Puis ils se sont assis sans que personne ne leur dise de le faire. Leurs petites épaules affaissées, non pas de peur, mais de confusion. Je ne les ai pas réconfortés. Je suis allée tranquillement préparer du thé. Quand je suis revenue, j'ai posé une tasse de chocolat chaud devant chaque enfant et je me suis assise en face d'eux. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. La colère était normale, mais vous devez apprendre à l'utiliser pour comprendre, pas pour blesser. Je leur ai parlé des enfants à qui j'enseignais. Certains qui avaient perdu un père, d'autres dont la mère était allée en prison, d'autres encore qui n'avaient personne pour venir les chercher après la classe. Ils se sont comportés comme vous, aujourd'hui, ai-je dit. Mais une fois qu'ils ont su qui les aimait vraiment, ils ont changé. Parce que l'amour ne s'achète pas et ne se force pas. Mathis m'a regardé, ses yeux autrefois défiants, maintenant humides. Est-ce que tu détestes notre mère? J'ai doucement secoué la tête. Non, je suis juste désolée. Une bonne mère apprend à son enfant à aimer et à avoir honte quand il a tort. Votre mère a oublié ça. Chloé a demandé doucement, la voix tremblante. Si on dit pardon, tu rouvriras les comptes? J'ai souri et je lui ai caressé la tête. Je ne les ai jamais fermés. La clé est dans la façon dont vous vivez. Cet après-midi-là, j'ai appelé Stéphane, le jeune frère de Nora, qui travaille pour l'aide sociale à l'enfance, ASE. Je lui ai demandé de passer pour une visite à domicile, la qualifiant de contrôle de routine. Je ne voulais pas les effrayer, juste une présence douce pour aider les enfants à comprendre que le monde a des gens qui regardent, qui se soucient et qui sont prêts à aider. Stéphane est arrivé à 15 heures. Il est grand, avec une voix profonde et des yeux gentils. Il s'est assis sur le canapé et a souri aux 3 enfants. « Salut les enfants, je suis là pour voir si vous vivez heureux, c'est tout. » Quelqu'un est forcé de manger. « Des légumes ici ?» La question a fait rire Léo et Chloé a gloussé. Mathis est resté silencieux, mais son visage s'était adouci. Stéphane a discuté gentiment, posant des questions sur l'école, les amis et les sentiments de chaque enfant. Quand il a entendu Chloé dire « Mamie nous fait lire avant de dormir », il a hoché la tête. Ça a l'air super. Les livres sont probablement meilleurs que les téléphones, non? Chloé a pincé les lèvres, a souri timidement, puis a hoché la tête. Après la visite, Stéphane m'a emmené sur le porche et m'a dit tranquillement. Ces enfants ont clairement été négligés émotionnellement pendant longtemps, Iris. Ce que vous faites, doux mais ferme, est juste. Ils ont juste besoin de se sentir en sécurité. J'ai hoché la tête, sentant une partie du poids s'alléger. Quand Stéphane est parti, j'ai vu les 3 enfants assis sur les marches du perron,
regardant tranquillement le coucher de soleil rouge couvrir les arbres. Pas de dispute, pas de son de téléphone, juste la lueur de la dernière lumière du jour se reflétant dans leurs yeux. Debout à l'intérieur, regardant à travers la porte, j'ai vu Mathis incliner la tête et dire quelque chose. Et tous les trois ont ri. Un vrai rire, non forcé, non amer. Je savais que la glace fondait. La colère était passée. Et là où elle était passée, le sol s'était suffisamment ramolli pour qu'une graine de bonté puisse être plantée. J'ai tenu ma tasse de thé froid et je me suis murmuré. Elle pense que je ne suis qu'une baby-sitter. Mais ces enfants même m'apprennent comment gagner. Dehors, le vent portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Le ciel de Val fleuri changeait lentement, et en moi, un autre plan commençait à prendre forme, plus profond, plus précis et plus certain que jamais. 2 jours après le départ de Stéphane, l'air de ma maison semblait étrangement calme. Mathis se levait tôt pour m'aider à arroser les plantes, Chloé s'entraînait à faire des crêpes, et Léo ne demandait plus l'iPad. Il aimait s'asseoir à côté de moi, grignotant un biscuit tout en racontant des histoires de l'école. La maison qui ne résonnait autrefois que de l'horloge contenait à nouveau les rires des enfants. Mais sous cette paix, je savais qu'il y avait une chose que je ne pouvais plus retarder. Il était temps de parler à Caleb. Je ne pouvais plus laisser mon fils être trompé. Mais je savais aussi que dire à un homme la vérité sur la femme qu'il aime pouvait faire voler en éclats tout son monde. Je devais tout préparer avec soin, non seulement l'épreuve, mais aussi un moyen pour lui d'y faire face. Ce matin-là, j'ai appelé Caleb. La voix de mon fils est parvenue au téléphone, fatigué et rauque après une longue journée de travail. « Maman, je suis sur le chantier. Je n'ai pas de jour de congé avant demain. » J'ai gardé mon ton égal. « J'ai besoin que tu passes. Je crois que le toit du porche fuit. Ça ne prendra que quelques minutes. » Caleb a soupiré, mais a répondu « D'accord, maman, je passerai ce soir. » Je savais que Caleb ne se douterait de rien. Pour lui, j'étais toujours juste la mère qui s'inquiétait pour de petites choses. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé le salon et j'ai pris une profonde inspiration. Dans le coin se trouvait l'enveloppe avec toutes les preuves que j'avais rassemblées. Des photos d'Amélie et Ronan, des relevés de cartes de crédit, des messages, des factures d'hôtel, et même l'enregistrement de Léo disant « Tonton Ronan a dormi ici ». J'ai organisé chaque page et je les ai agrafées dans un dossier épais intitulé « Vérité ». À midi, le docteur Méra Fournier est arrivé. C'est une vieille amie de Nora, une psychologue pour enfants bien connue dans la région. Je l'avais appelée après avoir constaté le comportement troublant des enfants. Colère explosive, réaction de peur lorsque leur mère était mentionnée, et le vide dans leurs yeux. Le docteur Fournier a parlé avec chaque enfant, sa voix chaude et stable comme celle d'une tante familière. Tous les 3 étaient sur la défensive au début, puis se sont progressivement ouverts. Chloé a dit que sa mère me traitait souvent de « vieille femme contrôlante ». Mathis a dit qu'il avait peur que sa mère se fâche chaque fois qu'il mentionnait son père. Et Léo, il a dit une phrase qui m'a transpercé le cœur. Maman dit « Ne fais confiance à personne, même pas à papa ». Après plus d'1 heure, le docteur Fournier s'est assise avec moi sur le porche. Elle a parlé doucement, mais fermement. Les 3 enfants montrent des signes de manipulation émotionnelle. Ils ont appris à craindre l'amour au lieu de lui faire confiance. Si cela continue, ils grandiront dans la confusion, doutant même d'eux-mêmes. J'étais abasourdie. La colère a flambé en moi, mais seulement pour un instant. J'ai passé l'âge de la rage. Ce qu'il me reste, c'est de la résolution. J'ai pris la main du docteur Fournier et j'ai dit « Pouvez-vous m'aider à documenter cela ? Si nécessaire, je ferai appel à un avocat. » « Bien sûr, » a-t-elle hoché la tête. « Je préparerai une évaluation formelle. Vous faites ce qu'il faut, Iris. » Quand elle est partie, je me suis sentie plus légère.
non pas parce que j'avais une autre alliée, mais parce que je savais que la vérité était en train d'être écrite. Indéniable. En fin d'après-midi, j'ai rangé la maison et je me suis préparée pour la soirée la plus importante depuis le début de tout cela. Mathis a aidé à essuyer la table. Chloé a arrangé les biscuits et Léo a apporté le thé sur le porche. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver, juste que j'étais plus silencieuse que d'habitude. Vers 20h, j'ai entendu la voiture de Caleb au portail. J'ai vu mon fils sortir, chemise de travail bleue tachée de graisse, mains calleuses, cernes sous les yeux. Il paraissait plus vieux que son âge, mais quand il m'a vu, il y avait encore une pointe de la chaleur que je tenais autrefois dans mes bras. « Le toit ne fuit pas, maman », a-t-il dit avec un petit sourire. J'ai répondu. « Ce n'est pas le toit, mais quelque chose dans cette maison fuit, la confiance. » Caleb a froncé les sourcils. Je lui ai désigné une chaise pour qu'il s'assoie. Sur la table, le dossier épais était prêt. J'ai commencé par ouvrir l'ordinateur portable. Juste devant Caleb, il y avait des photos d'Amélie avec renard, sourire, doigts entrelacés, et la légende « Nouvelle vie, enfin libre », puis les relevés de cartes de crédit, de grosses transactions à son propre nom. Enfin, les messages entre Amélie et R. Il est trop occupé pour remarquer quoi que ce soit. Nous y sommes presque. Caleb est devenu silencieux. J'ai vu ses épaules commencer à trembler. Sa main agrippait le bord de la table. Puis, il a parlé lentement, la voix rauque. « Pas possible, maman. » J'ai posé ma main sur la sienne, légère mais stable. « Amélie a été infidèle, Caleb. Et elle t'a entraîné dans des malversations dont tu n'avais aucune idée. » Il a levé les yeux, humide. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste que nous allions bien. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour la rendre heureuse. Pourquoi moi? » Il n'y avait pas de réponse douce qui pouvait apaiser cette douleur. J'ai juste parlé lentement, mot par mot. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste aimé la mauvaise personne. » Un long silence est tombé. L'horloge tournait comme le battement de cœur de la maison. Finalement, Caleb a enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient et il a pleuré. Je n'avais pas vu mon fils pleurer depuis qu'il avait 10 ans. Les larmes d'un homme adulte ne sont pas bruyantes. Elles tombent en silence. Chacune lourde, comme si les années où il avait été piégé dans un faux mariage glissaient enfin de lui. Je lui ai tranquillement tendu un mouchoir, le cœur tordu. C'est ça, la maternité, peu importe l'âge de votre enfant. Ces larmes vous font toujours fondre comme du sel dans l'eau. Les pleurs de Caleb ont réveillé les enfants à l'étage. Chloé a ouvert sa porte et Mathis et Léo ont suivi. Ils ont vu leur père sur le canapé, la tête baissée, et moi assise à côté de lui. Mathis a hésité. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Caleb a levé les yeux et s'est essuyé le visage, mais ses yeux étaient encore rouges. J'ai commencé à parler, mais il a levé la main. Il voulait leur parler lui-même. « Je suis désolé, » a dit Caleb, la voix tremblante. « Je n'ai pas protégé votre mère, ni vous. J'ai laissé les choses aller trop loin. » Chloé s'est approchée et a posé une main sur son épaule. « Papa, est-ce que maman a fait quelque chose de mal ?» Caleb s'est étranglé. Il a regardé ses 3 enfants, la douleur dans les yeux. Mais autre chose montait aussi. La résolution. « Votre mère devra faire face à ce qu'elle a fait, » a-t-il dit doucement, mais fermement. « Et nous allons recommencer à zéro. » Léo n'a rien compris du tout. Il a juste serré son père dans ses bras et a fondu en larmes. Chloé s'est penchée aussi, les larmes coulant. Mathis est resté immobile une seconde, puis s'est avancé et a enlacé les 3. Les 4 se sont serrés et ont pleuré comme si cette pluie avait attendu des années pour enfin tomber.
Je me suis assise et j'ai regardé, le cœur plein de chagrin et de soulagement. Je savais que cette douleur était nécessaire. Ce n'est que lorsqu'un cœur se brise que l'on voit ce qui vaut vraiment la peine d'être gardé. Je me suis levée, j'ai pris une couverture légère et je l'ai drapée sur Caleb et les enfants. La lumière tombait sur les cheveux grisonnants qui apparaissaient maintenant aux tempes de mon fils. À ce moment-là, j'ai vu Daniel, mon mari. S'il était vivant, il ferait exactement ce que je faisais maintenant. J'ai murmuré, bien que personne ne puisse l'entendre. Notre famille est enfin en train d'être sauvée. Puis, je suis sortie sur le porche et je me suis assise sur les marches. Dehors, la nouvelle lune était suspendue au-dessus des platanes, sa pâle lumière couvrant le quartier. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé le vent passer dans mes cheveux et j'ai ressenti une paix étrange. À l'intérieur, les pleurs des enfants se mêlaient au réconfort d'un père. Ce n'était plus le son de la douleur, mais le son d'un commencement. Je savais que demain serait une longue journée. Nous devrions faire face à Amélie, à la vérité et à la justice. Mais ce soir, juste ce soir, je me suis permis de le croire. L'amour, aussi malmené soit-il, peut encore être sauvé tant que quelqu'un est prêt à se lever et à le protéger. Après la nuit où Caleb a fondu en larmes, ma maison semblait respirer différemment. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que pour la première fois depuis des années, tout le monde se voyait vraiment. Plus de conversations forcées, ni d'étreintes vides. Nous parlions honnêtement, nous écoutions honnêtement et nous souffrions honnêtement. Le lendemain matin, Caleb m'a serré dans ses bras dans la cuisine. Il n'a rien dit. Il est juste resté là, un long moment. J'ai compris. Certains regrets n'ont pas besoin de mots. Quand il m'a lâché, j'ai dit « Il est temps que tu prennes un congé pour te protéger, toi et les enfants. » Il a hoché la tête, la voix toujours rauque. « J'ai déjà demandé 2 semaines de congé. Je veux emménager ici, maman. Au moins jusqu'à ce que les choses soient claires. » Et c'est ainsi qu'une famille brisée a commencé à se reconstruire dans cette vieille maison. Non pas avec de l'argent, mais avec du courage et de l'honnêteté. Nous avons baptisé notre nouvelle façon de vivre, le projet Respect. Mathis a eu l'idée après que je lui ai expliqué que le respect est le point de départ de toute relation saine. J'ai acheté un tableau blanc et je l'ai accroché dans le salon. Au centre, j'ai écrit en gros au marqueur « Le projet Respect, 4 principes de la famille Dubois. 1. Respecter un emploi du temps. Personne ne vit dans le chaos. 2. Prendre ses responsabilités. Si tu fais une bêtise, tu la répares. Si tu fais bien, tu es félicité. 3. Montrer de la gratitude. Chaque bonne chose, même petite, mérite un merci. 4. Agir avec amour. Personne n'est laissé pour compte. Personne n'est jugé en silence. » Caleb a fini de lire, mi-souriant, mi-gêné. « Tu enseignes toujours comme si tu étais en classe, hein, maman ?» J'ai souri doucement. Une habitude de 35 ans dans une salle de classe, mon fils. Nous avons commencé par de petits pas. Le matin, Mathis m'aidait dans le jardin. Il a appris à tondre, à désherber et à comprendre que la terre ne fleurit que si on s'en occupe tous les jours. Chloé a été chargée de cuisiner avec moi. Au début, elle était maladroite, de la farine partout, des œufs cassés dans ses mains. Mais après quelques jours, elle pouvait assaisonner, fouetter la pâte et rayonner chaque fois que le gâteau levait uniformément dans le four. Léo, le plus jeune, s'occupait du rangement. Ranger les jouets, essuyer la table, plier les couvertures. Il adorait ça parce que, pour la première fois, quelqu'un croyait vraiment qu'il pouvait le faire. Chaque fois qu'il terminait une tâche, je les félicitais. Pas des éloges vides, mais des « merci d'avoir essayé pour de vrai ». Ils étaient surpris.
Peut-être que personne ne leur avait dit ça depuis longtemps. L'après-midi, le docteur Mira Fournier venait pour la thérapie, 3 séances par semaine, chacune de près de 2 heures. Elle parlait avec chaque personne, puis avec nous tous ensemble. Elle a dit aux enfants, « La manipulation n'est pas de l'amour. Quand quelqu'un vous fait peur, vous fait sentir coupable, même quand vous n'avez rien fait de mal, ce n'est pas de l'amour. » Mathis a demandé, « Et si cette personne est votre mère ?» Le docteur Fournier l'a regardé droit dans les yeux, doucement, mais sans l'éviter. Alors, il faut dire la vérité encore plus fort. Le véritable amour n'a pas peur de la lumière. J'ai vu Mathis baisser la tête, les mains serrées, et j'ai su que quelque chose en lui changeait. Après la 2e séance, Chloé m'a apporté un dessin. 4 personnes y figuraient. Moi, Caleb, elle et ses 2 frères. Dans le coin, elle avait griffonné « Vraie famille ». Je n'ai pas pu dire un mot. Je l'ai juste prise dans mes bras. L'odeur des cheveux d'un enfant mêlée à celle de la pâte à biscuits, et mon cœur s'est réchauffé. Parfois, la guérison commence avec une feuille de papier pleine de couleurs comme celle-là. Les jours suivants, la maison bourdonnait comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Des rires le matin depuis la cuisine. Le midi, Mathis jouait au ballon avec Léo dans le jardin. Le soir, nous étions tous autour de la table, partageant de petites histoires. Personne ne parlait plus d'Amélie. Mais je savais que son nom flottait encore dans l'air comme un nuage qui ne s'était pas dissipé. Un soir, alors que je pliais le linge, Mathis a soudainement demandé « Mamie, pourquoi n'as-tu pas réagi plus tôt ? Quand maman a commencé à mal nous traiter, quand elle a menti, pourquoi n'as-tu pas prévenu papa tout de suite ?» La question était une lame légère, mais je ne l'ai pas esquivée. J'ai posé la pile de vêtements et je l'ai regardé dans les yeux. Parce que je pensais que le silence était de l'amour. Je pensais que si je maintenais la paix, les choses se calmeraient. Mais j'avais tort, Mathis. Rester silencieux face à l'injustice ne fait que l'amplifier, blesser les bonnes personnes et faire croire aux mauvaises qu'elles ont raison. Il a hoché lentement la tête, puis a dit doucement « Je comprends. J'avais l'habitude de me taire quand maman criait sur mes frères et sœurs, parce que j'avais peur qu'elle me déteste. » Je lui ai ébouriffé les cheveux. « Maintenant tu sais, n'est-ce pas ? Le courage, ce n'est pas de se battre. C'est de défendre ce qui est juste. » Mathis a souri, le premier vrai sourire d'adolescent. Vendredi après-midi, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial. Écrire des lettres à Amélie. Non pas pour la blâmer, mais pour laisser aller. J'ai sorti des stylos, du papier et des enveloppes. Caleb s'est assis à table, le visage sérieux, mais les yeux plus doux maintenant. Chacun de nous a écrit une lettre. J'ai écrit une courte note à mon ancienne belle-fille. « Amélie, je ne suis plus en colère. Je suis juste désolée. Tu avais tout, un mari qui t'aimait, 3 enfants intelligents, un foyer chaleureux, mais tu n'as pas vu la vraie valeur de tout cela. J'espère qu'un jour, tu apprendras que le pouvoir n'est pas de contrôler les autres. C'est de prendre la responsabilité de son propre cœur. » Chloé a écrit « Maman, tu me manques, mais j'ai peur de toi aussi. J'espère que tu apprendras à dire « je suis désolée ». Mathis a écrit une seule ligne. « Je te pardonne, mais je n'oublierai pas. » Léo a fait un dessin de 4 personnes se tenant la main et une femme debout, au loin, sur une colline à côté du soleil. Il a écrit en dessous « Maman va à l'école pour apprendre à aimer. » Quand Caleb a lu ça, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a posé le dessin et m'a pris la main. « Maman, je ne sais pas quand j'oublierai, mais je veux recommencer. » J'ai serré sa main et j'ai dit doucement « Tu n'as pas besoin d'oublier, mon fils. Tu as juste besoin de te souvenir différemment. » Nous sommes sortis dans le jardin
où le vieux foyer de Daniel se trouvait encore. Le soleil était bas et la lumière dorée s'étendait sur les planches. Caleb a allumé le feu et les enfants ont tenu leurs lettres. J'ai dit « Brûler ceci n'est pas pour effacer quoi que ce soit. C'est pour le libérer. » Imaginez la fumée emportant les choses lourdes et vous rendant votre cœur. Une par une, les lettres sont allées dans les flammes. J'ai entendu le papier crépiter. J'ai senti une odeur de fumée, douce comme le pain. Le feu vacillait sur nos visages, tristes et paisibles à la fois. Chloé m'a regardée et a murmuré « Mamie, nous sommes une vraie famille maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai souri et je lui ai caressé la tête. Oui, parce qu'une vraie famille n'a pas besoin d'être parfaite. Nous avons juste besoin de continuer à apprendre le respect et l'amour ensemble. Caleb s'est tenu derrière moi, a passé un bras autour de mes épaules et a dit doucement « Tu sais, maman, peut-être que le projet respect est la meilleure chose que tu m'aies jamais apprise. » Je l'ai regardée, mi-taquine, mi-sérieuse. « Alors, quelle note donnes-tu à ce cours ?»« 20-20, a-t-il ri, les yeux brillants dans la lumière du feu. Quand le feu s'est éteint, nous sommes restés assis ensemble. Mathis a glissé un brin de lavande dans les cendres. Chloé s'est appuyée sur l'épaule de son père et Léo s'est endormi sur mes genoux. La brise nocturne portait l'odeur des fleurs et de la fumée à travers mes cheveux gris. J'ai levé les yeux vers le ciel noir profond où quelques étoiles venaient d'apparaître. En moi, j'ai entendu le murmure familier. « Daniel, tu vois ?» Je l'ai fait. Notre famille reprend vie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Pas de rêve brisé, pas de souvenirs criards, juste de la chaleur. Comme si cette vieille maison, après toutes ces tempêtes, avait enfin été réparée avec un ciment, appelé respect. Ce matin-là a commencé avec l'odeur des biscuits fraîchement cuits, une odeur que Chloé était fière de dire qu'elle avait faite toute seule. Je préparais du thé quand je l'ai entendu dévaler les escaliers, d'une manière urgente et différente. Son visage était devenu pâle et sa main serrait quelque chose de petit. « Mamie !» Sa voix tremblait. « J'ai ça. Je crois que maman sera fâchée si elle sait que je l'ai pris. » J'ai posé la tasse et j'ai tiré une chaise. « Assieds-toi, ma chérie. Raconte-moi. » Elle a tendu une petite clé USB argentée avec une dragonne rose usée. Je l'ai trouvée dans la poche du vieux manteau de maman. J'ai emprunté le manteau hier et je l'ai fait tomber par accident. Quand je l'ai branché, j'ai eu peur et je l'ai retiré. Mais j'ai vu beaucoup de photos, des photos étranges. Je pense que tu devrais voir. J'ai regardé ma petite fille. Sa main était glacée, ses yeux remplis de peur. Je n'ai pas posé plus de questions. J'ai hoché la tête et je l'ai serrée fort dans mes bras. Tu as bien fait, Chloé. Merci. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle n'a que 10 ans, mais elle a un courage que beaucoup d'adultes n'ont pas. J'ai attendu que les enfants soient dans le bus scolaire, puis j'ai branché la clé USB sur l'ordinateur portable. L'écran s'est allumé avec 3 dossiers. Photos, plans et audio. J'ai ouvert le premier. Des dizaines d'images sont apparues, Amélie et Ronan dans différents endroits. La plage, des hôtels, des restaurants. Une photo dans une voiture, la tête d'Amélie sur son épaule, souriant largement. Mais ces photos ne m'ont pas autant choquée que ce qui se trouvait dans Plan. À l'intérieur se trouvaient des documents, des copies de transfert de propriété, un bail pour un logement à Nice et un fichier Word nommé Plan Évasion.docs. Je l'ai ouvert. La première ligne m'a glacé le cœur. Étape 1. De retour à Val-Fleury, provoquer les enfants, enregistrer Iris en train de crier pour l'utiliser comme preuve de maltraitance. Étape 2. Utiliser la fausse vidéo de Caleb frappant les enfants. Envoyer à un avocat de la famille. Ronan s'occupera du montage. Étape 3. Appliquer une pression légale pour forcer Iris à quitter la maison,
obtenir la garde des enfants et prendre le reste des biens. Je suis restée immobile. Mes yeux me brûlaient, mais ma poitrine ne tremblait pas. Seul un sentiment froid comme l'acier montait. J'ai ouvert le dernier dossier. Audio. Il y avait plusieurs courts enregistrements. Un clip plus long, d'environ 12 minutes, était intitulé « Essai, clip, reel ». J'ai cliqué. La voix d'Amélie s'est fait entendre, légère et suffisante. « Ronan, écoute, on devrait ajouter des pleurs ici pour que les gens y croient plus ?» La voix d'un homme a ri. « Ajoute-les. Quand le tribunal entendra la partie sur Caleb qui frappe les enfants, personne ne devinera que c'est faux. Avec ça, tu pourras tout prendre. » Amélie a gloussé et a dit légèrement. « Je t'ai dit qu'Iris est vieille et lente. Elle ne devinera jamais qu'elle héberge la preuve qui la fera tomber. » J'ai fermé le fichier. La pièce est devenue silencieuse, seulement le tic-tac de l'horloge. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais d'un mélange de fureur et de pitié. Une femme que j'appelais autrefois ma belle-fille était allée aussi loin. Elle n'était pas seulement infidèle. Elle était prête à détruire ses propres enfants pour obtenir ce qu'elle voulait. J'ai appelé maître Isabelle Dubois, qui m'avait aidé à refaire mon testament auparavant. Après avoir écouté, elle a fait une pause de quelques secondes, puis a dit « Madame Dubois, ce que vous avez est une preuve extrêmement solide. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est criminel, falsification de preuves, fraude financière et manipulation émotionnelle de mineurs. » J'ai pris une longue inspiration. « Isabelle, je ne veux pas que la police soit impliquée juste pour me venger. Je veux seulement protéger les enfants. » « Je comprends, » a-t-elle dit. « Alors laissez-moi vous aider à le faire de la bonne manière. Envoyez-moi une copie cryptée de la clé USB maintenant. Je contacterai Stéphane et nous établirons un plan. » 2 heures plus tard, Stéphane est arrivé. Il a apporté un ordinateur portable et des dossiers de l'ASE. Après avoir examiné la clé USB, il a fermé l'ordinateur et m'a regardé. « Vous avez eu raison de garder le silence. Nous signalerons à la police demain matin, mais d'abord, je dois mettre en place une protection pour les enfants. » J'ai demandé « Êtes-vous sûr qu'ils seront en sécurité, Stéphane ?»« Je ne les quitterai pas des yeux, Iris, et je peux m'assurer qu'Amélie ne pourra pas s'approcher d'eux sans une décision de justice. Nous avons planifié jusque tard dans la nuit. » Isabelle déposerait une requête d'urgence auprès du tribunal des affaires familiales. Stéphane préparerait un rapport de l'ASE sur la négligence et la manipulation. Caleb et moi mettrions sous clé tout ce qu'Amélie pourrait utiliser. Dossiers médicaux, photos de famille. Quand tout a été réglé, Caleb a posé sa main sur la mienne, la voix rauque mais stable. « Je n'ai plus peur, maman. Elle m'a trop pris. Cette fois, je vais tout reprendre. » J'ai regardé mon fils. Ses yeux rouges de nuit blanche contenaient encore une lumière féroce que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je savais que l'homme brisé de l'autre nuit avait disparu. Je me suis levée et j'ai écrit sur le tableau blanc du salon, juste sous le projet respect que nous avions écrit auparavant. Loi, vérité, amour, sécurité. 4 mots simples, mais je voulais que les enfants les voient tous les jours. Je voulais qu'ils sachent que la justice n'est pas la vengeance. C'est la façon dont le monde équilibre ce qui a été tordu. Chloé est entrée, a lu et a demandé « Mamie, pourquoi il y a écrit « loi » aussi ?» Je lui ai caressé la tête et j'ai souri. Parce que certaines bonnes choses ont besoin de plus qu'un cœur. Elles ont besoin de la loi pour les protéger. Je t'apprendrai ça. Cette nuit-là, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Caleb était assis à table, examinant chaque page. Je prenais des couvertures quand j'ai entendu frapper. Chloé, Mathis et Léo étaient là, tous les 3 un peu timides. « Mamie, » a dit Mathis, « on peut dormir avec toi ce soir ?» Je me suis figée une seconde, puis j'ai hoché la tête.
Bien sûr, les enfants. Ils se sont entassés dans mon lit, sous la grande couette, Léo au milieu, ses doigts serrés autour des miens. Chloé s'est appuyée sur l'épaule de son frère, et Mathis a fixé le plafond en murmurant. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te fais confiance. J'ai serré leurs mains, chaudes et fermes. Souvenez-vous juste d'une chose. La vérité est toujours plus forte que les mensonges. Elle peut être enterrée, mais elle ne disparaît jamais. Ils ont tous hoché la tête et se sont endormis rapidement. Je suis restée immobile, écoutant leur respiration régulière et le vent sur le porche. Pour la première fois depuis des années, cette maison dormait vraiment. Pas de cris, pas d'ombre de peur. Juste la chaleur de trois enfants blottis les uns contre les autres. La preuve que les bonnes choses ont encore de la place pour grandir, même après avoir été piétinées. J'ai murmuré dans le noir, presque comme une prière. Le jour de la justice n'est pas loin. Et cette nuit-là, je savais que le combat à venir serait brutal. Mais cette fois, j'avais quelque chose qu'Amélie ne comprendrait jamais. La confiance d'une vraie famille. Le lendemain midi, la lumière du soleil sur Valfleury était inhabituellement vive. Le ciel était clair, mais en moi, une corde était tendue. Caleb était dans le salon, arrangeant la pile de documents qu'Isabelle venait d'organiser. Stéphane avait emmené les enfants dans le jardin, et je préparais une tisane au gingembre, les mains tremblant encore légèrement. À 12h15, des roulettes de valises ont raclé le chemin de gravier. La porte s'est ouverte. Amélie est entrée, robe en soie beige, talons brillants, un parfum cher traînant dans le couloir. Elle se tenait là, avec la même confiance suffisante que toujours. La voix sèche. « Oh, enfin tu te souviens de m'ouvrir la porte ? Je suis à la maison, Iris. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste versé plus de thé, puis je me suis tournée vers la table du salon où Isabelle et Caleb étaient déjà assis. Amélie s'est arrêtée net. J'ai surpris une lueur de confusion dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé, la voix plus aiguë que d'habitude. Isabelle a levé les yeux avec un sourire poli. « Bonjour, Madame Amélie. Je suis Isabelle Dubois, avocate de Monsieur Caleb Dubois. » Toute la pièce semblait retenir son souffle. Amélie a jeté un regard furtif vers moi, puis vers Caleb, le mari qu'elle avait autrefois traité comme une marionnette. Il est resté silencieux, ses yeux étrangement froids. « Caleb !» a lâché Amélie. « Pourquoi as-tu appelé une avocate ?» Il a répondu lentement, la voix rauque mais claire. « Pour avoir une conversation d'adulte, pas une construite sur des mensonges. » Isabelle a ouvert sa mallette, a sorti une petite clé USB argentée et l'a posée soigneusement sur la table. « Madame Amélie, avant de commencer, j'aimerais que vous entendiez votre propre voix. » Elle a lancé un fichier audio. La voix d'Amélie a rempli la pièce, claire, douce et dégoulinant de mépris. « Les enfants ne sont que des obstacles. Caleb est stupide et facile à contrôler. Quand j'aurai fini, cette maison sera à moi. » Amélie s'est figée, les lèvres tremblantes. « Où avez-vous eu ça ?» Isabelle a gardé un léger sourire. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de confirmer. Est-ce votre voix ?» L'air s'est épaissi. J'ai vu la sueur perler sur les tempes d'Amélie, ses mains commençant à trembler. « C'est mon thé ? Quelqu'un m'a piégé ?» a-t-elle crié, le ton strident. Caleb n'a rien dit. Il a simplement poussé un épais dossier vers elle. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des billets d'avion et un bail à Nice, tous au nom d'Amélie Chevalier. Isabelle a parlé lentement et clairement, comme si elle lisait un acte d'accusation. Carte de crédit ouverte au nom du mari sans autorisation. Transaction frauduleuse, vente d'un véhicule immatriculé conjointement et surtout, un bail à Nice
signé avec Ronan Chevalier. Amélie est devenue pâle, a reculé, la voix cassée. Je ne sais pas qui a fait ça. Ronan l'a fait de son propre chef. Je n'ai rien à voir avec ça. Isabelle a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran pour qu'Amélie puisse voir. Elle y était, dans un bar de Nice, main dans la main avec Ronan, souriante, avec la légende « Nous votre part, mais enfin libre ». Je n'ai pas... a tenté de protester Amélie, la voix s'éteignant. Ce sont de vieilles photos. Tout ça est fabriqué. On me piège. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti aucune colère maintenant, seulement du vide. 35 ans d'enseignement m'avaient montré toutes sortes d'élèves, têtus, paresseux, malhonnêtes, les plus talentueux pour trouver des excuses. Mais aucun ne m'avait fait ressentir à la fois de la pitié et du regret, comme cette belle fille. J'ai posé ma tasse de thé et j'ai croisé le regard d'Amélie. Je ne t'ai pas piégée, Amélie. Je t'ai simplement laissé parler pour toi-même. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais à ce moment-là, la porte arrière s'est doucement ouverte. Chloé est entrée, serrant son vieil ours en peluche. Personne n'a bougé. Elle a fait quelques pas et s'est arrêtée devant sa mère. « Maman !» a-t-elle dit, la voix tremblante mais ferme. « Ne me touche pas. » Le silence a envahi la pièce. Amélie semblait avoir été giflée. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient, mais aucune larme ne venait. Chloé s'est tournée et a serré son père dans ses bras, puis Mathis et Léo sont entrés pour se tenir à leur côté. 3 petits corps alignés à côté de Caleb tandis qu'Amélie se tenait seule. J'ai vu les épaules de mon fils trembler. Puis, il s'est penché pour tenir les 3 enfants. À ce moment-là, je savais que la vraie victoire avait commencé. Pas la victoire de la loi, mais celle de la vérité et de l'amour. Isabelle a tranquillement rassemblé les papiers, puis a glissé une fine pile vers Amélie. « Vous avez 2 choix, Madame Amélie, » a-t-elle dit, sa voix aussi égale qu'un verdict. 1. Signer ici un divorce par consentement mutuel et un abandon total de la garde. 2. Nous allons au tribunal avec des preuves falsifiées, une fraude financière et une manipulation émotionnelle de mineurs. Vous pourriez encourir au moins 5 ans de prison. Amélie a fixé le papier, le visage blême. « Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis leur mère. » Isabelle a répondu, le ton inchangé. « Une mère n'utilise jamais ses enfants comme des outils. Ce droit a disparu à partir d'aujourd'hui. » La pièce s'est remplie du tic-tac de l'horloge. J'ai vu Amélie s'effondrer sur une chaise, les doigts agrippant le stylo jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Elle a regardé Caleb, suppliante. « Tu me pardonneras, n'est-ce pas, pour les enfants ?» Caleb a levé la tête, les yeux secs et durs. « Pour les enfants, je ne peux pas. » Sa voix a tranché l'air en 2. Amélie a tremblé, puis a signé. La signature était déchiquetée et précipitée, comme une dernière coupure avec le passé. Isabelle a rassemblé le dossier et a hoché la tête. « Merci, Madame Amélie. Cela se termine ici. » Alors qu'Amélie se levait, je me suis avancée et j'ai versé plus de thé. Elle m'a dévisagée, ses yeux un enchevêtrement de haine, de peur et une pointe de ruine. J'ai posé la tasse devant elle et j'ai dit, calmement mais audible pour tous. J'ai enseigné pendant 35 ans, Amélie. J'ai enseigné à des enfants perdus et à ceux qui ne saisissaient pas ce que signifie la dignité. Mais je n'ai jamais eu d'élève aussi médiocre que vous. Amélie est restée figée, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Puis elle s'est détournée, tirant sa valise vers la porte, les roulettes raclant le bois, froide comme du métal contre un cœur. Quand la porte s'est fermée, la maison est tombée dans le silence. J'ai entendu le vent sur le porche et la douce respiration des enfants derrière moi. Caleb s'est laissé tomber sur une chaise, a enfoui sa tête dans ses mains, puis a fondu en larmes. J'ai posé une main sur son épaule
et j'ai dit doucement: « C'est fini, mon fils. Nous avons traversé le plus dur. » Mathis s'est approché et a rapproché son jeune frère. Chloé a essuyé ses larmes et m'a regardée. « Mamie, où va aller maman maintenant ?» J'ai croisé son regard, doux mais stable. « Votre mère devra trouver son propre chemin. Quant à nous, nous restons et nous reconstruisons ce foyer. » Les 3 enfants ont hoché la tête. Dans leurs yeux, je ne voyais plus de peur, seulement de la confiance. Plus tard, dans l'après-midi, alors qu'Isabelle partait, elle m'a serré la main et a murmuré: « Madame Dubois, c'est peut-être l'affaire de divorce la plus inoubliable de ma carrière, mais je dois dire que vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » J'ai souri, fatiguée, mais plus légère. « Non, Isabelle, je ne suis qu'une mère qui sait quand se lever. » La lumière du soleil entrait par la fenêtre et éclairait la table où les mots sur le tableau blanc restaient d'éclairs. Loi, vérité, amour, sécurité. Dehors, les rires des enfants flottaient au-dessus de la lavande. Je me suis versé du thé frais et j'ai pris une longue inspiration. La chaleur du gingembre se mêlait aux fleurs, vive, audacieuse et réconfortante. À ce moment-là, je savais que cette bataille ne consistait pas seulement à réclamer justice. C'était aussi un voyage pour réapprendre à toute notre famille, y compris à moi-même, la dernière leçon de ma vie. L'amour n'est pas endurer les abus. Et parfois, le silence n'est pas une vertu, c'est de la complicité. 3 semaines se sont écoulées depuis la signature des papiers du divorce et la maison a retrouvé son ancien rythme. Simple, lent et calme. Caleb est retourné au travail. Mathis m'aidait dans le jardin. Chloé apprenait à faire de la pâtisserie. Léo dessinait et collait ses dessins partout sur les murs de la cuisine. Le soir, nous regardions de vieux films ou écoutions simplement la pluie sur le porche. Ces jours semblaient si paisibles. J'oubliais parfois que la tempête n'était pas vraiment partie. Cet après-midi-là, le ciel est devenu d'un gris lourd. Val Fleury retenait son souffle avant une forte pluie. J'arrangeais des fleurs dans le salon quand j'ai entendu des pneus crisser au portail. Un SUV noir s'est arrêté et la portière s'est ouverte en grand. Une femme est sortie. Robe rouge, talons hauts, un maquillage si épais qu'il semblait rigide. Amélie. À côté d'elle se tenait un homme que je n'avais jamais vu. Costume noir, mallette à la main, et derrière eux se trouvait Ronan Chevalier. J'ai regardé les 3 traverser la cour, le visage neutre, tandis que mon cœur battait régulièrement et fort. Amélie a souri en me voyant ouvrir la porte. « Je suis ici pour obtenir justice. Cet homme est un travailleur social. Nous avons le droit d'inspecter. » J'ai légèrement incliné la tête et j'ai répondu aussi calmement que possible. « Justice ? Bien. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, veuillez entrer ici. Tout est enregistré. » Elle a rejeté ses cheveux en arrière et est entrée, roulant sa valise. Ronan a suivi, beaucoup moins sûr de lui qu'auparavant, les yeux fuyants. Le soi-disant travailleur social a brandi un badge et a parlé rapidement. « Nous avons reçu un rapport selon lequel Madame Iris Dubois maltraite émotionnellement des mineurs. » J'ai souri sans la moindre panique. Comme c'est intéressant. Veuillez vous asseoir et pourquoi ne commencerions-nous pas par regarder une vidéo? J'ai allumé le grand écran du salon et j'ai lancé la vidéo que j'avais gardée du jour où les enfants avaient perdu leur sang-froid et avaient tout cassé. L'image était claire. Je me tenais immobile dans le chaos. Pas de cris, pas de coups. Je ramassais juste tranquillement. L'audio a rempli la pièce, ma voix douce, parlant à Mathis, Chloé et Léo. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. La colère est normale, mais apprenez à l'utiliser pour comprendre, pas pour blesser. Amélie est devenue pâle. Le travailleur social a fixé l'écran et a reculé un peu. Je me suis tournée vers lui.
Cela ressemble-t-il à de la maltraitance pour vous, monsieur le travailleur social? Il a bégayé et n'a pas répondu. À ce moment précis, la porte s'est ouverte derrière moi. Caleb est entré, chemise bleue, expression d'acier. Derrière lui se trouvaient l'avocate Isabelle et Stéphane, le vrai agent de l'ASE. La pièce a soudain semblé plus petite. Stéphane s'est approché de l'homme et a montré une vraie carte professionnelle. Je suis Stéphane Legrand, de l'ASE de Loire-Atlantique. Et vous êtes? L'homme s'est figé, le visage vidé de son sang. J'ai juste été engagé. Je ne... Engagé? A insisté Stéphane. Par qui? Tous les regards se sont tournés vers Amélie. Elle se tenait rigide, les mains serrées et tremblantes. Ronan fixait le sol, les épaules crispées. « Amélie, » a dit Caleb, la voix rauque mais autoritaire. « Encore toi ?» Elle s'est redressée, la voix stridente. « Je veux juste voir mes enfants. Vous me les cachez. J'ai dû faire ça pour retrouver mes droits. » Isabelle a calmement ouvert sa mallette et a exposé une copie des fichiers audio de la clé USB, des photos et du plan de fuite avec Ronan. « Madame Amélie, ce que nous avons ici montre que vous avez orchestré de faux rapports, engagé quelqu'un pour se faire passer pour un employé de l'État et fabriqué des accusations de maltraitance. Vous savez à quel point c'est grave? » Ronan a lâché, la voix brisée par la peur. C'est elle. Elle m'a dit de l'aider. Elle a dit qu'on leur ferait juste peur. Je ne savais pas qu'on serait accusé. Amélie s'est tournée vers lui en hurlant « Tais-toi ! Tu allais avoir ta part aussi. » Mais Ronan reculait déjà, s'enfuyant presque, laissant Amélie seule dans la pièce bondée. Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous, pleins de ressentiment, frénétique, désespérée. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Iris? Tu as tout pris. La maison, les enfants, le mari. Que veux-tu de plus? » Je me suis levée, répondant lentement. « Je ne veux rien, Amélie. Je veux la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est venue d'elle-même. Personne n'a eu à l'appeler. » Stéphane s'est avancé, la voix ferme. « Conformément à la procédure, à partir de maintenant, Madame Amélie, vous ne pourrez voir vos enfants que sous la supervision de l'ASE. Toute violation, et vous serez poursuivie pour usurpation de fonction publique. » Amélie a tremblé et s'est étranglée. « Vous me volez mes enfants. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Les 3 enfants se tenaient sur le seuil, ayant tout entendu. Chloé s'est avancée la première, les yeux brillants mais sans peur. « Elle ne nous a pas fait de mal, » a-t-elle dit, d'une voix stable. « Elle nous a appris à aimer. » Léo a serré la main de sa sœur et a ajouté « Maman a menti. Mamie ne nous a jamais frappés. » Mathis a regardé sa mère, froid et triste à la fois, et a parlé lentement, mot par mot. « Tu dis qu'elle nous a volés, mais en réalité, c'est toi qui nous as abandonnés la première. » Amélie a chancelé et est tombée à genoux au milieu du salon. La pluie a commencé à tomber dehors, tambourinant sur le toit, se mêlant à des sanglots qui ne formaient pas de mots. Caleb l'a regardée, lasse mais résolue. « Je t'ai supplié d'arrêter, Amélie. Tu n'as pas... » « Écoutez, ne blâme personne maintenant. » Elle a relevé la tête, les yeux flamboyants de haine. « Vous le regretterez tous. » J'ai répondu, aussi calme que si je parlais à un élève perdu. « Non, Amélie. Seuls les menteurs regrettent la lumière. Nous vivons juste honnêtement. Quand les gendarmes sont arrivés, ils ont pris des dépositions et ont recueilli les appareils et les preuves. Amélie a reçu l'ordre de quitter la maison pendant que le tribunal examinait l'affaire. Elle a donné des coups de pied et a pleuré pendant que Stéphane gardait sa voix égale. « Madame Amélie, vous devez coopérer. Si vous aimez vraiment vos enfants, commencez par prendre vos responsabilités. » Elle a trébuché sur le porche. La pluie tombait à verse. Le sol était détrempé, sa robe boueuse,
ses talons aiguilles coincés dans la gadoue. Ronan avait disparu, laissant une valise et un parapluie cassé. Amélie est tombée à genoux, se tenant la tête, hurlant sous la pluie. « Vous me volez, mes enfants ?» Mathis, debout dans l'embrasure de la porte, a regardé sa mère une dernière fois, la voix calme et douloureuse. « Personne ne t'a rien volé. Tu nous as perdus toi-même. » La porte s'est fermée, cette fois pour de bon. À l'intérieur, les enfants se tenaient en silence. Je les ai enlacés. J'ai senti la chaleur de 3 petits corps. Caleb est venu derrière nous, ses bras nous entourant tous comme pour nous protéger de son propre corps. Personne n'a parlé. Seule la pluie tombait, lavant les derniers résidus de mensonges. Quand le son des voitures de police s'est estompé, j'ai regardé la pièce, le thé encore fumant, le tableau blanc toujours accroché avec ces mots « Loi, vérité, amour, sécurité ». J'ai versé plus de thé et j'ai tendu une tasse à chacun. La chaleur du gingembre s'est répandue dans la maison. « On a gagné, mamie ?» a demandé doucement Léo. J'ai souri. « Pas une victoire, mon chéri. Nous sommes libres. » Les enfants se sont appuyés contre moi, les yeux lourds. Caleb se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie, et a dit doucement « Maman, merci. » Je me suis retournée, j'ai pris sa main. « Ne me remercie pas. Remercie la vérité. Elle nous a tous sauvés. » Cette nuit-là, je me suis assise et j'ai écrit les dernières lignes de mon journal avant de clore ce chapitre de ma vie. Quand les gens choisissent de mentir, ils pensent qu'ils gagnent. En réalité, ils ne font que construire une prison autour d'eux. Mais quand nous nous tenons aux côtés de la vérité, même si cela nous coûte, même si cela fait mal, la liberté nous trouvera. Et dans la liberté, il y a l'amour, il y a la justice, il y a la paix. J'ai posé mon stylo et j'ai soufflé la bougie. Dehors, la pluie avait cessé. Dans le ciel, une fine bande de lumière est apparue à l'horizon. Pas un arc-en-ciel, mais la douce lueur de l'aube naissante. 6 mois se sont écoulés depuis que la porte s'est refermée derrière Amélie. Le temps guérit à sa manière, non pas avec des miracles, mais avec de petites choses quotidiennes. Les rires des enfants, l'odeur des pâtisseries du matin, ou la douce lumière du soleil qui se glisse à travers les rideaux quand j'ouvre les yeux. La maison qui ressemblait autrefois à un champ de bataille est devenue un véritable foyer. Chacun a trouvé un rôle, une joie et une meilleure façon d'aimer. J'ai ouvert un petit cours dans le salon. Une pancarte en bois écrite à la main indique « L'atelier d'art et de cuisine d'Iris ». L'idée a commencé lorsque Chloé a invité des camarades de classe à peindre. Puis quelques voisins en ont entendu parler et ont amené leurs enfants pour essayer. Je leur apprends donc à peindre et à cuisiner, une manière différente pour les jeunes cœurs de ressentir la beauté dans les choses simples. Les matins, le salon se remplit du doux crissement des pinceaux et de rires éclatants. Je leur montre comment mélanger les couleurs en observant la lumière extérieure. Comment faire des biscuits parfumés à l'orange et à la cannelle. Chaque fois qu'un enfant éclate de rire parce qu'il a façonné un petit cœur avec de la pâte, je sens quelque chose en moi se détendre, comme si toutes les vieilles blessures étaient rincées par une joie pure et bienveillante. Ma porte d'entrée n'est plus la ligne de démarcation entre la peur et l'amour. C'est un endroit où les gens vont et viennent librement, où une vieille femme apprend aux enfants du quartier que l'amour n'a pas besoin d'être grandiose, il a juste besoin d'être réel. Caleb a beaucoup changé aussi. Il a été promu chef d'atelier après avoir terminé le programme de compétences avancées de l'entreprise. Le jour où il a appris la nouvelle, il m'a appelé, la voix pleine d'émotion. « Maman, je l'ai fait. » J'ai souri et j'ai répondu doucement. « Pas seulement aujourd'hui, Caleb.
tu viens juste de t'en rendre compte. Le soir, il rentre tôt et mange avec les enfants. La façon dont il parle, écoute et explique patiemment à chacun d'eux m'émeut. Peut-être que lorsqu'un homme apprend à être honnête avec lui-même, il apprend aussi à aimer avec un cœur plus vrai. Mathis a été inscrit au tableau d'honneur de l'école. Le garçon qui se rebellait et se renfermait autrefois est maintenant un grand frère modèle, aidant même Léo en mathématiques tous les soirs. Chloé a intégré l'équipe de volley-ball du collège. Je ne l'ai jamais vue aussi confiante que lorsqu'elle a envoyé ce premier service par-dessus le filet, les cheveux volant au soleil de fin d'après-midi. Et Léo, il me rend fière à sa manière. Un après-midi, j'ai entendu des notes de piano s'échapper du salon, maladroites, hésitantes, mais pleines de sentiments. Je suis sortie et j'ai vu Léo sur le banc, de petites mains se déplaçant sur les touches du vieux piano que j'avais acheté un jour dans un vide-grenier. Il a levé les yeux et a souri. « Mamie, j'ai appelé cette chanson « Notre nouvelle maison ». Je n'ai rien pu dire, je l'ai juste serré dans mes bras. Cette étreinte était à la fois la réponse et la plus grande récompense de ma vie. Les nuits chez nous sont toujours animées. Le dîner peut être simple, une soupe de poulet, du pain grillé ou une marmite de chili. Mais à table, il y a des rires, des merci et des histoires partagées. Caleb gratte la guitare, Mathis tape un rythme et Chloé et Léo chantent. La musique et les rires font briller notre petite maison comme un festival. Parfois, je m'assois et je les regarde, et je peux presque voir Daniel, mon défunt mari, sourire depuis sa photo sur le mur. Un matin de juin, j'ai reçu une invitation de mon ancienne école. Il me voulait de retour, non pas pour enseigner à plein temps, mais pour animer un atelier d'art communautaire pour les élèves d'été. J'ai lu la lettre et les larmes sont venues d'elles-mêmes. Après 35 ans d'enseignement, je pensais que ce voyage était terminé. Il s'avère que les gens qui croient en leur travail ne partent jamais vraiment. Ils font juste une pause, puis reviennent d'une manière différente. J'ai appelé l'ancienne directrice, la voix tremblante. Je pensais que je n'étais plus utile. Elle a ri. « Iris, les gens comme vous ne perdent jamais leur valeur. Nous avons besoin de vous, et les enfants aussi. » J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Après toutes les tempêtes, retourner dans un endroit qui ressemblait autrefois à un foyer, c'était comme entrer dans la lumière après une longue pluie. Un après-midi de week-end, alors que je cuisinais, des nouvelles d'Amélie sont arrivées par la poste, une carte postale usée du Colorado. Une courte ligne disait « Je travaille dans une maison de retraite. Maintenant, je comprends que prendre soin des autres n'est pas un fardeau. C'est une façon de se pardonner. Je vous souhaite la paix. » Je l'ai lu et relu, puis je l'ai plié. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un soupir très silencieux. Nous payons tous notre dû sur la route que nous choisissons. J'espère seulement qu'elle apprendra ce que j'ai mis toute une vie à comprendre. L'amour n'est pas la possession, c'est l'illumination. Ce soir-là, nous avons cuisiné le chili aux 32 épices de la famille Dubois, une tradition familiale. La recette de Daniel avait une note amusante. Si vous le faites bien, les voisins frapperont à cause de l'odeur. Caleb a haché la viande. Mathis a coupé les oignons en dés. Chloé a remué la marmite. Et Léo a mesuré les épices. Alors que l'odeur épicée remplissait la cuisine, j'ai ri et j'ai dit « Vous savez, ce chili a toutes les saveurs, sucré, piquant, amer, salé, tout comme nos vies. Mais ensemble, il se transforme en quelque chose d'inoubliable. » Tout le monde a ri. J'ai vu la lumière du feu dans leurs yeux, la lueur de personnes qui ont traversé les ténèbres et ont choisi de se relever. Après le dîner, Mathis est venu avec une feuille de papier. « Mamie, je veux lire ça. » J'ai hoché la tête et j'ai posé mon thé.
Il a pris une profonde inspiration et a lu à voix haute. Ma rédaction, mon héros est mamie Iris. Elle ne porte pas de cape et n'a pas de magie. Elle a une voix douce, des mains usées par le travail et le plus grand cœur du monde. Elle a sauvé notre famille, non pas avec la force, mais avec la vérité. Elle m'a appris que parfois, l'amour signifie oser dire « ça suffit ». C'est grâce à elle que je crois que les gentils gagnent à la fin. Quand il a fini, la pièce est devenue silencieuse. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Caleb a posé une main sur mon épaule. Chloé a essuyé mon visage avec sa manche et Léo a murmuré « Mamie est vraiment une super-héroïne ». J'ai ri à travers les larmes. À ce moment-là, je savais que chaque douleur, chaque combat, chaque perte en avait valu la peine parce que cela nous avait amenés ici. À la musique, au rire, à l'amour véritable. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal « Aucun miracle ne nous livre au bonheur, seulement des cœurs constants et la gentillesse quotidienne. » Il y a 6 mois, cette maison était pleine de larmes. Aujourd'hui, c'est une symphonie de joie. Je pensais autrefois que j'étais trop vieille pour recommencer. Il s'avère que les nouveaux départs n'ont pas d'âge. Tant qu'un cœur peut aimer, chaque commencement est beau. J'ai fermé le livre, j'ai éteint la lumière et j'ai regardé le clair de lune se répandre sur le jardin de lavande. Les ombres des fleurs se balançaient dans la brise, se reflétant sur la vitre. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, je ne survivais pas seulement. Je vivais vraiment. Le dimanche matin, la lumière du soleil s'est glissée à travers les rideaux, douce comme une écharpe de soie. J'allais me retourner quand j'ai entendu de petits chuchotements dans le couloir, puis des rires. La porte s'est ouverte et les 3 enfants se sont précipités à l'intérieur. Chloé avec un plateau, Mathis avec un verre de jus d'orange. Léo peinant à équilibrer une assiette de crêpes en forme de cœur. Surprise! Petit déjeuner pour maman Iris. J'ai éclaté de rire. La façon dont il m'appelait « Maman Iris » m'a serré la poitrine, d'une chaleur qui faisait presque mal. Je n'ai jamais demandé ce nom, mais le voilà, le cadeau le plus doux de ma vie. Caleb est entré en dernier, tenant une enveloppe crème. Il l'a posée sur le plateau, s'est assis sur le bord du lit, les yeux brillants et un peu ému. « Ouvre-la » a-t-il dit, la voix un peu rauque. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé des papiers de tutelle légale, me nommant comme la tutrice légale des enfants en cas d'urgence. La signature de Caleb était audacieuse en bas. « Je veux que si un jour je ne suis plus là, » a-t-il dit lentement, « les enfants soient toujours aimés et protégés comme tu les as protégés. » Je n'ai pas pu retenir les larmes. Mais cette fois, elles n'étaient pas tristes. Elles étaient légères, les larmes de quelqu'un qui a traversé des tempêtes et se tient enfin au soleil. Chloé m'a tamponné la joue et a taquiné. « Si tu continues à pleurer, les crêpes vont refroidir. » J'ai ri à travers les larmes. Mathis a ajouté « Je crois que le lit est sur le point de s'effondrer, mamie. » Caleb a pris une voix faussement sérieuse. Celui qui casse le lit fait la vaisselle pendant 1 semaine. Nous avons tous éclaté de rire. Le son a roulé dans la pièce, a rebondi sur les murs et s'est mêlé au chant des oiseaux à la fenêtre. Le son de la vie, de cœurs qui ont été guéris. J'ai regardé autour de moi, mon vieux lit bondé de monde. Le petit déjeuner un peu froid, les crêpes un peu de travers, le jus d'orange légèrement renversé, et je n'avais jamais rien vu de si parfait. J'ai dit, mi-plaisantant, mi-sérieuse. « Vous savez, personne ne fait rien. Celui qui maintient la paix sous le toit est celui qui en fait le plus. » Les 3 enfants m'ont regardé, confus 1 seconde, puis ont souri. Cette phrase ressemblait à la note finale de la symphonie de ces années,
la vieille raillerie. Tu ne fais rien de tes journées, maintenant emportée comme une blague amère dans le vent. Cet après-midi-là, pendant que les enfants jouèrent dehors, je me suis assise à la table et j'ai ouvert le carnet qui m'a suivi tout au long de ce voyage. J'ai écrit les dernières lignes. Le respect n'a pas besoin d'être mendié. Il se construit à partir de limites, d'honnêteté et d'amour véritable. On me considérait autrefois comme quelqu'un qui ne fait rien, mais maintenant je sais que ceux qui maintiennent tranquillement la lumière allumée sont ceux qui empêchent le monde de s'effondrer. J'ai fermé le livre et j'ai respiré l'odeur de la lavande du porche. Caleb est passé et m'a regardé en plissant les yeux. « Encore en train d'écrire dans ton journal, maman ?» J'ai souri. Oui, comme ça, quand j'oublierai pourquoi je vis, j'aurai un endroit où le relire. Vers le crépuscule, nous nous sommes tous réunis dans le jardin pour prendre une nouvelle photo de famille, la première depuis des années. Les enfants ont insisté pour s'occuper du trépied, régler l'angle et ont éclaté de rire pendant que j'essayais de garder l'équilibre avec le chat des voisins qui se faufilait entre mes pieds. Quand le minuteur a décompté, Caleb a passé un bras autour de mes épaules. Les enfants se sont pressés et l'obturateur a cliqué. Je me suis vue sourire sur cette photo. Un vrai sourire, non forcé, non caché. Nous l'avons imprimée le soir même et l'avons mise dans un cadre en bois à côté de la vieille photo de moi et Daniel. J'ai regardé les deux photos, deux mondes différents, deux époques d'une vie, et j'ai murmuré à mon défunt mari « Je l'ai fait, Daniel. J'ai enfin gardé notre foyer. » Dehors, le vent passait, dans la lavande, son parfum se répandant, léger comme le souffle de la paix. Si vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin, merci d'avoir été là tout au long de cette histoire. Mon voyage, d'une femme rejetée comme ne faisant rien à une mère, grand-mère et enseignante qui a retrouvé son but. Peut-être que cela a touché un coin de votre cœur aussi. Je veux vous demander, d'où regardez-vous dans ce grand monde? Êtes-vous aussi en train de maintenir un toit au-dessus de la tête de quelqu'un, aussi petit soit-il, mais plein d'amour? Laissez le nom de votre ville ou un souvenir de famille préféré dans les commentaires. J'adorerais vraiment les lire et savoir où nous nous sommes rencontrés dans ce vaste monde. Et si cette histoire vous a apporté un peu de chaleur, un peu de foi, veuillez cliquer sur « J'aime », vous abonner et revenir pour les prochaines histoires où l'amour véritable surpasse toujours les mensonges et où les personnes qui semblent ne rien faire sont tranquillement en train d'empêcher le monde entier de s'effondrer.